Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur cette notion de liberté, d'abolition, parce que c'est un peu la période, hein. Là on est au mois de mai, donc il y aura les commémorations habituelles et annuelles de l'esclavage aux Antilles. Vous voyez, la République française encourage les petits négrillons, c'est-à-dire nous autres, à fêter et à s'extasier sur cet événement, la commémoration, faisons croire que tout est fini. D'ailleurs, bon, j'ai un certain mépris, hein, c'est vrai, pour ces dates commémoratives. Non pas un mépris envers mes anciens qui étaient esclavagisés, non pas du tout. Enfin, du moins, même si nous le sommes encore, nous autres. Mais un mépris pour le leur, bien sûr. Pour le leur, pour la douille, la carotte, comme on dit, pour parler vulgairement, de cette dite abolition de l'esclavage. Et j'en ai que faire, que j'en oublie même les dates. Mais bon, de mémoire, je sais que c'est au mois de mai. Et de mémoire, oui, 22 mai, abolition de l'esclavage Martinique et 27 mai, abolition de l'esclavage Guadeloupe. Mais je peux me tromper, mais il me semble que c'est bien ça. Alors vous me direz pourquoi je parle avec un ton aussi blasé, aussi dédaigneux lorsque j'évoque ce sujet. C'est tout simplement parce que je ne supporte pas le mensonge et la duperie. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Parce que bon, de faire croire que l'esclavage est fini, certes l'esclavage classique et historique tel qu'on nous le présente dans les livres d'école ou autres avec les images bien connues, les coups de fouet, le boulet, la chaîne, les castrations, bon, tout ça on sait que c'est bien, est-ce que c'est fini bien entendu, mais disons que l'esclavage a changé de forme. Il faut bien le reconnaître. Alors aujourd'hui, beaucoup d'Antillais pensent être libres, hein, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, ils vont fêter cette commémoration. Mais la vérité est que l'esclavage n'a jamais vraiment pris fin. Je rappelle d'ailleurs que Victor Schœlcher, vous voyez, ce grand républicain qui orne un peu toutes les rues, les noms de communes aux Antilles, qui était un abolitionniste, hein, évident, clair et assumé, mais aussi un très grand franc-maçon, eh ben, fait partie de ces grands acteurs qui se sont battus pour l'abolition de l'esclavage. C'est pour ça que la République française le montre un peu en héros auprès de ses habitants descendants d'esclaves. Raison pour laquelle la franc-maçonnerie, excusez-moi, a bonne presse aux Antilles. Au Memorial Act en Guadeloupe, il y a même un coin qui est dédié à la franc-maçonnerie. Nous faisons comprendre que la franc-maçonnerie s'est battue pour l'abolition, du moins, donc a sauvé la populace de ce crime contre l'humanité, qui était l'esclavage, ou plutôt la traite négrière, hein. Je préfère être précis dans les mots, parce qu'il y a une petite distinction à faire, une petite nuance à faire entre la traite négrière et l'esclavage. J'en ai déjà parlé dans des précédents audios. Et je rappelle que la franc-maçonnerie est presque consubstantielle avec la République, hein. Je dis presque, hein, pour pas qu'on tombe dans des amalgames grossiers, mais en tout cas, les valeurs de la franc-maçonnerie spéculative, dégénérée d'aujourd'hui, est mue par les valeurs de la République. Donc on peut dire que ça se confond. Hein, la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, c'est une franc-maçonnerie humaniste qui se bat au nom de l'égalité. Hein. L'égalité, la fraternité, la liberté, tout ça sont des valeurs franc-maçonnes, mais avec une vision très humaniste, c'est-à-dire des valeurs certes, mais galvaudées, donc terriblement aliénantes parce qu'elle n'est pas conforme avec ce que nous sommes foncièrement. Car effectivement, certes, ce sont des valeurs universelles, mais étant donné qu'elles s'expriment sous le prisme de l'humanisme, de l'homme, de l'individualité, eh bien, elles en deviennent grossières et très relatives. Parce que l'égalité des hommes n'est pas, enfin du moins n'a pas la même réalité que l'égalité du point de vue le plus supérieur, c'est-à-dire du point de vue divin, du point de vue de Dieu. Je vais donner un exemple très rapide et très court hein, pour écourter cette digression. C'est comme le féminisme, par exemple. Le féminisme, excusez-moi, eh ben, s'appuie sur une valeur républicaine qui est l'égalité. Vous voyez. Et c'est au nom de l'égalité que certaines femmes défendent leur idéologie féministe. Mais comme c'est une égalité d'un point de vue humain, et là en l'occurrence même féminin, de femmes modernes et aliénées, parce que c'est ça, eh ben on tombe dans des aberrations.
Le féminisme peut avoir un certain sens à un certain niveau lorsqu'on se bat au niveau de l'égalité des droits, vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais ça tombe aussi dans des extravagances jusqu'à faire croire que l'homme et la femme sont deux êtres identiques, donc interchangeables, et là c'est de l'hérésie totale. Vous voyez. Donc ce point de vue d'égalité devient de l'égalitarisme. Vous voyez, lorsqu'on rajoute le suffixe isme à un mot, généralement c'est pour donner une petite dimension péjorative. Donc se battre pour ces valeurs universelles, encore une fois, l'égalité, la liberté, la fraternité, c'est noble d'une certaine manière, mais lorsque on les défend selon un prisme humain, l'humanisme donc, et ben ça devient relatif, caricatural, hérétique, et ça me dessert terriblement. Car je rappelle que l'homme, avec un grand H, homme comme femme, donc l'humanité, ne se suffit pas à lui-même. Il est dépendant d'un principe supérieur, qu'on appelle Dieu en Occident. À partir du moment où l'humanité coupe cette connexion avec Dieu, l'humanité court à sa perte et devient une humanité aliénée. Bon, maintenant revenons sur Victor Schœlcher et ses petits copains francs-maçons, parce que c'est l'un des acteurs principaux dans cette dite abolition de l'esclavage. Victor Schœlcher a joué, certes, un rôle central dans l'abolition légale de l'esclavage, 1848, mais sa vision restait profondément hiérarchisée et eurocentrée. Et d'ailleurs, même si c'est un très grand républicain et un très grand franc-maçon, il se battait pour l'abolition de l'esclavage, mais plus d'un point de vue humaniste, mais pas égalitaire. C'est assez marrant de le souligner. Parce que, en fait, Schœlcher considérait les Noirs comme des frères en humanité, mais pas comme des êtres égaux, vous voyez, en capacité de culture. Il pensait qu'on devait être guidé et éduqué, civilisé par la France. Donc, le but de cette dite abolition de l'esclavage n'était pas véritablement de l'abolir, mais de changer de forme. Vous voyez, c'est-à-dire garder le schéma, le même schéma de dominant à dominé, c'est-à-dire les descendants d'esclavagistes qui restent toujours en position de force, c'est-à-dire en tête, en haut, c'est l'élite, et les descendants d'esclaves restent toujours en bas et travaillent toujours pour les mêmes maîtres. Donc, on appelle ça abolition de l'esclavage, mais le mot le plus approprié, c'est réforme de l'esclavage, ou réforme de la traite négrière. Donc, cette dite abolition de l'esclavage a ouvert une voie à une nouvelle forme, à une autre forme de domination, plus invisible, plus subtile, on va dire, mais tout aussi efficace, voire pire. Parce que l'être dominé se complaît dans sa situation. Et pourquoi il se complaît? C'est parce qu'il a cette sensation de liberté. Et d'ailleurs, remarquez bien, chez nous autres, entiers, il est très compliqué de vivre aujourd'hui dans un système de valeurs, c'est-à-dire avec une vie qui demande beaucoup de rigueur, de discipline, de se soumettre à des codes, quels qu'ils soient. Parce que cette sensation de soumission, de se soumettre, en renvoie à une mémoire traumatique, vous voyez, de l'esclavage. Donc respecter une loi sacrée ou des codes sacrés, des principes sacrés qui nous contraignent dans notre vie libérale est insupportable pour beaucoup. C'est insupportable. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a une sorte de révolte, mais qui est mal, selon moi, canalisée, qui va un peu dans tous les sens, même si elle est légitime. Je répète encore une fois, elle est totalement légitime, mais elle va dans tous les sens parce qu'il y a d'énormes confusions, étant donné que nous sommes victimes d'une crise identitaire, nous ne savons pas nous situer. Beaucoup d'entre nous ne savent pas jusqu'à aujourd'hui qui nous sommes réellement, concrètement. Et tout ce qui a trait à un mode de vie spirituel est totalement conspué. Il y a aujourd'hui un rejet de la chrétienté, mais qui se défend d'une certaine manière, dans le sens où ça reste un héritage colonial, vous voyez, mais il y a une énorme confusion. C'est-à-dire que certes, la chrétienté, ou du moins la Bible, a été un instrument pour coloniser, pour esclavagiser des êtres. Donc il y a eu une instrumentalisation de personnes malfaisantes et malveillantes, de bourreaux sanguinaires totalement dégueulasses, sur nous autres pour arriver à leur fin, à leur but. Mais c'est l'instrumentalisation qu'il faut critiquer, qu'il faut combattre. Les gens qui ont œuvré aussi dans cette instrumentalisation sont à combattre également, mais ce n'est pas l'instrument qui est à combattre, en l'occurrence la chrétienté, la Bible.
Alors oui, effectivement, lorsqu'on joue sur l'imagerie à peindre toujours, excusez-moi, un Jésus en blanc, avec des longs cheveux noirs bien raides et bien lisses, effectivement, ben, dans l'imaginaire collectif, il y aura, ça va inciter les gens à se prosterner devant le blanc. C'est tout à fait logique. Surtout avec ces interprétations un peu tendancieuses dans la chrétienté de confondre la divinité de Dieu avec Jésus. Bon, c'est un autre sujet. Effectivement, ça peut créer des névroses et un asservissement considérable, c'est clair et net. Mais il ne faut pas tout mélanger, il faut bien dissocier les deux. L'islam, ben, je ne vous en parle même pas, hein, c'est encore pire, vous imaginez bien. L'islam est l'ennemi numéro un aujourd'hui de la République française. Donc, par ricochet, les enfants de la République ben, détesteront l'islam. D'autant plus que l'islam est extrêmement névrosé aujourd'hui, et puis que comment on dit, le ver est dans le fruit depuis longtemps, avec cet islam très radical, légaliste et identitaire. Et l'islam salafi qui est devenu malheureusement majoritaire, en tout cas en France, ben, c'est clair, ça ne donne pas envie et je peux comprendre. Donc il y aura un rejet, c'est tout à fait normal parce que l'islam est trop étranger. Vous voyez, c'est pas arrivé directement sur le territoire, sur la terre des Antilles, c'est trop étranger. Ça, à la limite, je peux comprendre. Donc pour faire court, dans l'inconscient général, la chrétienté, c'est la religion, j'aime pas le mot religion, mais bon, il y a la religion et les voies protestantes, mais vous m'avez compris, ça ne concerne que les blancs. Et c'est un outil d'asservissement et d'aliénation auprès de nous autres, c'est comme ça que c'est interprété. L'islam, quant à lui, c'est un courant d'arabe pour les arabes, et tous ceux qui sont dans l'islam, les non-arabes, sont des gens soumis aux arabes. Donc nous, Antillais, qui avons goûté à la liberté, qui est un poison, parce que ce n'est pas de la liberté, mais c'est du libéralisme, nous ne voulons plus entendre parler de ces courants qui ne nous concernent pas, étant donné que nous sommes noirs. Et identité noire ne veut pas dire grand-chose, c'est juste une teinte de peau. Une identité se fonde sur un système de valeurs, hein, et de valeurs transcendantes. D'accord ? Je rappelle qu'un peul musulman, un falacha, c'est-à-dire un juif noir, un rasta, et un rappeur du Queens, bling bling, chaîne en or, greens, tout ce que vous voulez, ce sont des noirs certes, il y a ça en commun, mais ce sont des êtres totalement et radicalement différents, je vous garantis. Le taux de mélanine, la négritude ne fondent pas une communauté. Il n'existe pas de communauté noire, il existe un peuple noir qui est divisé en différentes communautés. Et j'ai envie de dire, c'est pareil, il existe un peuple blanc, vous voyez, mais la communauté blanche, elle n'existe pas. Hein. Entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, il y a un grand écart, mais abyssal. Hein. Vous imaginez bien. Point de vue des valeurs, de la vision du monde, ce sont des êtres radicalement différents. Le russe et le français sont des êtres totalement différents, je vous garantis. Donc, dans cette grande perdition, beaucoup d'Antillais pensent obtenir le salut en se reconnectant par exemple avec l'Afrique. Et il y a du bon dans tout ça. Bon, moi-même, personnellement, c'est vrai que je suis très attaché à l'Afrique. Mais dire ça aussi ne veut pas dire grand-chose. L'Afrique est un continent énorme, avec une pluralité de peuples, d'ethnies, de traditions, de coutumes, de cultures différentes. Vous voyez ? Mais encore une fois, le point de départ de cette révolte idéologique, j'ai envie de dire, est légitime. Et elle se comprend et elle se défend totalement. Parce qu'il y a une réelle volonté de se réconcilier avec nous-mêmes, c'est-à-dire de nous défaire de cette aliénation, mais on ne sait pas par où et comment y procéder, quoi. Qu'aujourd'hui, par exemple, il y a le kémitisme qui est en vogue. Bon, je ne vais pas en parler à nouveau, j'en ai fait un audio il y a quelques mois. Bon, tout ceci pour vous dire qu'il y a une crise identitaire terrible. Il y a une volonté légitime de vouloir se réconcilier avec nous-mêmes, mais sans pour autant épouser un mode de vie qui nous contraint dans notre vie de consommateur et de notre mode de vie libéral, quoi. Raison pour laquelle le kémitisme monte en puissance. Hein. Je rappelle que c'est un courant qui est relativement récent, qui a pris naissance aux États-Unis. Certes, les Noirs qui se battent pour défendre la tradition noire égyptienne, en prétendant que cette tradition égyptienne a joué le rôle de tradition primordiale, pour employer une expression guénonienne, c'est-à-dire la tradition des traditions à laquelle toutes les traditions qui ont suivi par la suite ont puisé tout leur savoir. Donc intégrer ce nouveau paradigme fait une pierre deux coups, car non seulement on se réconcilie avec notre négritude, hein, et on se débarrasse de nos bourreaux, c'est-à-dire bourreaux blancs, hein, les bourreaux idéologiques, hein, j'entends, ou les bourreaux arabes ou je ne sais quoi.
on est en phase avec nous-mêmes parce qu'on a récupéré la tradition nègre, c'est-à-dire nous autres, on n'est pas aliénés à ce niveau-là. Encore une fois, l'identité noire ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un autre sujet. Mais en plus, ce mode de vie kémite, cette idéologie, ce paradigme idéologique qui est kémite, qui se veut aussi traditionnel des fois, mais bon, il n'en est rien, il y a beaucoup à dire. Je vous encourage à réécouter mon audio sur le kémitisme. Et bien, ce mode de vie, ou du moins cette idéologie, ne nous contraint pas dans notre mode de vie moderne. Et selon moi, c'est l'aliénation la plus dangereuse, parce qu'elle est plus subtile et elle prend racine dans une quête d'affranchissement, c'est-à-dire qu'elle a des prétentions d'affranchissement. Vous voyez, donc c'est très subtil et terriblement pernicieux, car du point de vue kémite, les non-kémites, les noirs non-kémites, sont eux les personnes déracinées et aliénées. Vous voyez, car le non-kémite, lui, épouse l'idéologie du blanc, l'idéologie de l'arabe, l'idéologie de je ne sais quoi. Donc voilà, la République est fier et content d'avoir fait miroiter ce sentiment de liberté auprès de sa population esclavagisée. Vous voyez, nous n'avons pas gagné la liberté, nous sommes tombés dans le libéralisme. Je précise que cet audio, j'aurais pu l'étendre au peuple de France, hein. Mais là, j'ai décidé de me concentrer sur les Antilles parce qu'il y a aussi une dimension raciale et aussi l'histoire qui rajoute du poids à cette thématique. Et le libéralisme, c'est quoi le libéralisme philosophique? C'est l'homme sans limite, sans hiérarchie, sans transcendance, la liberté comme fin, vous voyez, donc comme fin en soi, donc on est détaché de toute responsabilité. Ça nous rend d'une certaine manière puérils, hein. On a des comportements infantiles. Et ça donne du crédit d'ailleurs aux propos insultants de Papa Ayotte qui disait que le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. Et observez bien, beaucoup d'Antillais s'identifient au libéralisme. C'est-à-dire, ce qui fait de lui un Antillais, c'est un être libre. Libre dans le sens le plus vulgaire du terme, presque sans foi ni loi. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Vous voyez, personne n'est en droit de m'arrêter. Vous voyez, je danse, je monte mes formes, je fais du chata, du bouillon, je danse, je frotte qui je veux. Je n'assume pas mes responsabilités parce que je fais ce que je veux, je couche avec qui je veux, je mange ce que je veux, je bois autrement. Si j'ai envie, je fais ce que je veux, personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Je parle en généralité, bien sûr, parce que ce serait très insultant d'inclure tout le monde, bien entendu. Mais une personne qui décide de mettre une certaine discipline en essayant de respecter un système de valeurs, lui sera vu comme un Antillais nul auprès des autres Antillais. T'es nul, t'es pas marrant, t'es pas intéressant, on te regarde pas, quoi. Limite, t'es pas Antillais, quoi. On te comprend pas. Donc l'Antillais s'identifie au libéralisme. Donc c'est un esclavage qui a muté, qui s'est reformé, qui a pris une nouvelle forme. Vous voyez, nous ne sommes plus directement soumis à nos bourreaux par le fouet. Aujourd'hui, nous sommes soumis à nos passions. L'homme est devenu esclave de ses désirs, de sa consommation, plaisir individuel, vous voyez. Et c'est par cette soumission à nos passions que les maîtres béquets, que les maîtres tout court, j'ai envie de dire, parce qu'on peut l'étendre aussi à l'élite dans ce sens le plus large du terme, restent en position de force. Car croyez-moi, eux, c'est-à-dire l'élite, a un système de valeurs, qui sont sans doute les leurs, hein, mais ils ont un système de valeurs. Il y a la famille, vous voyez, il y a ce principe de vouloir construire une famille, hein. Il y a cette notion de transmettre, de préserver, de se protéger, et bien sûr d'être autonome. Et d'ailleurs, je rappelle que le contrôle économique maintenu par l'élite se fait justement par cette illusion de liberté de nous autres, hein. Cette surconsommation, c'est bien entendu là-dessus que cette élite s'appuie pour rester en position de force. Donc, retournons, nous autres, à un mode de vie traditionnel et collectif. Être libre, ce n'est pas suivre ses envies, ni ses passions, c'est s'affranchir d'elles, justement. Réconcilions-nous avec la hiérarchie spirituelle et réelle. Il faut retrouver sens avec le sacré, avec la discipline intérieure. C'est en quittant justement cette illusion libérale qu'on retrouve le véritable enracinement. Ce n'est pas forcément retourner en Afrique, excusez-moi. Donc retournons à la tradition,
Retournons dans un mode de vie avec un système de valeurs transcendants, de principes transcendants. Je parle de tradition parce que c'est général, vous voyez, c'est une notion qui est assez générale. Et comme ça, ça me permet de ne pas faire aussi du prosélytisme grossier, vous voyez. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, retournons à un mode de vie basé sur le spirituel. Et je ne parle pas de superstition à prétention spirituelle. Je parle d'un mode de vie régi par des principes spirituels. Étant donné que les principes spirituels sont universels, peu importe la forme traditionnelle que vous allez emprunter, il y aura moyen, croyez-moi, de faire corps et de faire société d'une certaine manière. Et c'est après avoir adopté ce mode de vie traditionnel que nous pourrons avoir la prétention de se battre pour une autonomie et une indépendance. Parce que je pense que c'est quand même très important d'œuvrer pour ça. L'être humain n'a pas pour fonction d'être sous tutelle toute sa vie, selon moi. Donc l'affranchissement total passe par un mode de vie traditionnel et ensuite, une fois que le peuple sera debout et redressé, on pourra s'unir et se battre pour une réelle indépendance. Sur ces derniers mots, je vais vous laisser. N'hésitez pas à partager si vous avez trouvé l'audio pertinent. Faites tourner l'audio dans les groupes, auprès de vos amis. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Et puis voilà. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.